Tombo na nimbo tombo na jawe. Tombo na jawe to dandindi manjame. Dandindi manjame maru tome maru panda. Maru tome maru panda maru beli lokon. Arrivé, l'histoire l'a voulu, blancs et javanais, tonkinois et plus. Ils ont côtoyé nombre de tribus, ils ont travaillé, ils ont survécu. Nos anciens s'entendent déjà. D'histoire et de partage, la contribution fondamentale du bagne au patrimoine de la ville de Nouméa. À l'heure où un nombre croissant d'amateurs accordent enfin au patrimoine de toute la Nouvelle-Calédonie une attention croissante, et dans le cadre de l'exposition hommage qui se tient depuis le 30 août dernier et jusqu'au 25 novembre à la maison Higginson, il nous paraissait depuis longtemps indispensable de mettre en valeur la contribution fondamentale du bagne au patrimoine de la ville de Nouméa. Et bien sûr, nous recevons aujourd'hui pour nous en parler le spécialiste de la colonisation pénale en Nouvelle-Calédonie, vous l'aurez deviné, c'est Louis-José Barbançon, qui va d'ailleurs assurer ce samedi 21 octobre, à partir de 18h, une conférence à la maison Higginson intitulée « Le patrimoine immobilier de Nouméa, issu de la pénitentiaire ». Louis-José Barbançon, bonjour. Bonjour Luciane. Et merci d'être aujourd'hui présent dans nos studios de Nouvelle-Calédonie Première Radio pour cette émission. Alors Louis-José, vous qui êtes, comme je le disais en introduction, le spécialiste de la colonisation pénale en Nouvelle-Calédonie, qui est souvent perçu comme un phénomène plutôt rural, avec la création des centres de colonisation bien connus comme Bourail, La Foix ou Pointe-Boute, pourquoi en êtes-vous venu à vous intéresser d'une certaine façon au patrimoine urbain de la colonisation pénale? Ça fait faire à peu près 4 ans que je me suis lancé dans l'écriture d'un ouvrage essayant de regrouper toutes les photographies concernant le bagne en Nouvelle-Calédonie. Et donc évidemment, dans ces photographies, il y a beaucoup de photographies de bâtiments. Alors ça a été le premier déclic en quelque sorte, puisque l'ouvrage c'est un ouvrage de photographie illustré par des textes et non pas des textes illustrés par des photos. Comme il y avait beaucoup de photos de bâtiments appartenant à l'administration pénitentiaire. Dans la ville, Dans la ville, je suppose. Dans la ville de Nouméa, mais dans la ville de Nouméa, c'est-à-dire à la fois le centre-ville, mais au-delà également, dans les limites actuelles de la ville de Nouméa, voilà, je me suis intéressé à tous ces bâtiments. Alors justement, sur quelles sources, alors éventuellement nouvelles ou récentes, parce que je crois qu'il y a de nouvelles ressources iconographiques récupérées par le service des archives, donc sur quelles sources allez-vous vous appuyer durant la conférence là, que vous allez faire samedi, justement qui justifie auprès de nos auditeurs que même s'ils ont écouté l'émission aujourd'hui, ils doivent impérativement aller vous écouter et surtout regarder ces documents anciens donc samedi? Bien tout simplement parce que cette conférence sera essentiellement visuelle et que la radio, il est impossible de visualiser les quelques 86 photos que j'ai préparées, y compris les photos d'aujourd'hui, de façon que les gens puissent comparer et se reconnaître. Se reconnaître. La ville a tellement changé et les bâtiments eux-mêmes ont tellement changé.
Alors, je vous propose justement que nous débutions notre évocation au sein du patrimoine d'origine pénale de Nouméa par l'évocation de l'île Nou, parce que c'était quand même le centre de l'administration pénitentiaire, donc qui est aujourd'hui bien sûr Nouville. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs quels ont été les principaux lieux d'implantation de l'administration pénitentiaire sur justement cette île Nou et quelles étaient les finalités de ces bâtiments? Alors, la conférence de Sadi ne va pas porter sur les bâtiments de l'île Nou, de Nouville. Oui, mais nous élargissons un peu le sujet. Aujourd'hui, nous élargissons le sujet. Voilà. Non, mais que les gens ne soient pas déçus. J'ai déjà fait cette conférence sur les bâtiments de l'île Nou. Oui, j'y ai même assisté d'ailleurs. Il y a 2-3 ans de cela, parce que l'île Nou, c'est quand même la capitale de l'administration pénitentiaire. Donc évidemment, c'est le pénitencier dépôt, toute l'île Nou en entier, les 451 hectares appartiennent à l'administration pénitentiaire, qui est implantée dans des lieux tout à fait différents. Le premier, ce qu'on appelle le pénitencier dépôt, là où qui est le cœur de l'administration pénitentiaire, qui est occupé aujourd'hui en face de l'université par la place de la transportation, le 1881, le bâtiment H, le Crépac, etc. Ça c'est le cœur, c'est le point de départ qui, dès 1864, la plantation commence là, à partir des anciens établissements Padone. Voilà. Il y avait des bâtiments de Padone qui ont servi pendant un moment. Il y avait le wharf de Padone, qui n'était pas du tout d'ailleurs là où se trouve le wharf actuel à côté de 1881. Et puis il y avait aussi de l'eau. Il y avait une égouade qui était là, contrairement à ce qu'on a dit, il y avait de l'eau sur l'île Nou. C'est la déforestation, l'utilisation de bois pour la boulangerie, pour les constructions et tout, qui va faire qu'il va y avoir une raréfaction de l'eau sur l'île Nou, il faut le savoir. Ensuite, les autres grandes zones d'implantation, ce sont la construction de l'hôpital. Donc, alors il y a l'île Nou, et en fait, voilà, sur l'île Nou, il y a d'autres implantations à différents endroits sur l'île. C'était la question, c'est-à-dire en dehors du pénitencier dépôt. Donc, le premier grand emplacement en dehors qui commence, c'est la construction de l'hôpital du Marais, qui est occupé par le CHS aujourd'hui. Ça, c'est la première grande implantation en dehors du pénitencier. Puis, le camp Est. Le camp Est, qui au départ est un camp qui doit permettre de regrouper les condamnés qui vont travailler en corvée sur Nouméa. Et puis, il y a la ferme nord, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le coin d'Oubitch, en fait, où il y a des constructions importantes qui concernent la construction d'une ferme avec des productions laitières, avec des vaches laitières, des productions de sorgho, des productions de maïs, etc., avec du bétail, qui servaient beaucoup à améliorer l'alimentation des malades de l'hôpital. Et voilà. Peut-être des surveillants, non du personnel de l'administration. Mais ça n'a pas vraiment servi les condamnés. Voilà. Oui, ça n'a pas vraiment servi. En quoi d'ailleurs consistait l'ordinaire des condamnés? Comment vit-il tous les jours? Eh bien, il y avait, la ration officielle, avec tant de grammes de viande par semaine, etc. Tout était normalement, tout était très réglementé, mais entre le règlement et ce qui se passait dans la vraie vie, entre les détournements, entre ce que les surveillants mettaient plus de leur côté pour eux, pour leur famille, parce qu'il fallait qu'ils nourrissent leur famille, et les salaires des surveillants étaient très faibles par rapport à l'époque. Donc il y avait la théorie, et puis il y avait la réalité des choses. Parce que quand on regarde des photos où apparaissent des transportés, ils paraissent en général assez maigres quand même. Eh bien, quand on lit toute la littérature qui vient de la colonisation libre, ou des observateurs libres, ou des surveillants du bagne, etc., des magistrats, etc., qu'est-ce qu'on lit ? On lit que les condamnés passent leur temps à manger, qu'ils sont feignants, qu'ils ne font rien, qu'on les nourrit gratuitement. Mais quand on lit les rares témoignages de condamnés eux-mêmes, ce dont ils parlent le plus, c'est de la faim.
Voilà, c'est de la fin. Et quand on regarde les photos, exactement comme vous venez de le dire, alors là c'est flagrant. Entre, je veux dire, la bedaine des surveillants, des surveillants ou des administrateurs de l'administration pénitentiaire, et la maigreur des condamnés des visages émaciés, c'est assez spectaculaire. Apparaissent. Ça, c'est une évidence. Alors, dernière petite chose pour le dernière implantation sur les nous, pour terminer cela, parce que les gens ne le savent pas. La dernière implantation importante, ça a été à la pointe Kongu, c'est-à-dire la pointe qui se situe au nord de l'île Nou, où on va regrouper à partir de 1890 les lépreux, avant qu'ils partent sur Bélep. Mais là, il va y avoir une implantation importante à la pointe nord de l'île Nou. Alors, j'aimerais qu'on revienne peut-être sur le camp Est. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu un débat à un moment concernant le camp Est et que certains considéraient que justement le camp Est faisait partie du patrimoine de la ville, tant plus qu'il est à côté d'une très belle plage, et que finalement il aurait peut-être mieux valu construire une prison ailleurs. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce débat ? Mais moi, c'était un débat qui méritait d'être mené. Moi, je pense que si on aborde ce débat, il faut savoir est-ce que les condamnés sont au centre du dispositif et au centre de notre réflexion. En fait, en dehors du fait de savoir si c'est un lieu qui peut être un lieu touristique et tout, il faut d'abord réfléchir, c'est dans quelles conditions on place les condamnés. Est-ce qu'ils auraient été mieux là ou dans une prison beaucoup plus moderne, beaucoup plus adaptée à notre temps? C'est là qu'aurait dû se situer le débat. Mais c'est jamais les condamnés qui sont au cœur du débat, c'est autre chose qui est au cœur du débat. Après, bon, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect patrimonial, je veux bien, mais il ne reste quasiment plus rien aujourd'hui. Des bâtiments originaux. Des bâtiments originaux de quand il reste l'emplacement. Et puis le reste, il reste quasiment plus rien. Donc, savoir s'il fallait déplacer le centre déplacé, le placer ailleurs. Après, je vous dis, moi c'est le débat d'un point de vue climatique. Est-ce que là, le fait d'être orienté au vent du sud-est, ça fait en sorte que c'est beaucoup moins chaud que si c'est encaissé dans une plaine où on voulait le mettre tout ça se discute. Je n'ai pas la réponse. Ce que je dis, c'est que il est normal que le débat ait eu lieu, et moi, ça m'aurait pas choqué qu'on le déplace, mais à condition d'avoir, encore une fois, des arguments qui penchent en faveur de la situation dans laquelle se trouvent ces condamnés. Je ne veux pas être naïf vis-à-vis des gens qui sont condamnés, je dis simplement que le degré de civilisation d'une société est toujours jugé sur la façon dont elle traite ses marginaux, qu'ils soient condamnés, qu'ils soient aliénés, ou de ces marginaux en général. C'est là que se situe la frontière, c'est cette frontière-là à l'intérieur de la société qui bouge, et depuis le début de notre civilisation, heureusement la frontière a bougé vis-à-vis de toutes ces personnes. Alors, justement, puisqu'on parlait des conditions faites aux condamnés, alors on va revenir quand même à l'époque de l'administration pénitentiaire, et notamment donc peut-être à l'ensemble architectural qui est le mieux préservé, c'est-à-dire ce qui constitue actuellement le CHS. Alors, comment expliquer que ce qui était l'hôpital du Marais ait été dans l'ensemble bien mieux préservé que tous les autres bâtiments? D'abord parce que c'est une très très belle construction, très bien conçue. Encore une fois, au vent régnant. Là aussi, il y a une superbe plage. Enfin, je veux dire, je sais pas, moi, je suis le directeur d'une grande chaîne hôtelière internationale. Je vois l'endroit, je vois très bien tout de suite je vois tout de suite très bien ce que je peux en faire. Enfin, je veux dire, en plein Nouméa, en plus, je pense que ça me semble assez évident. Ensuite, la façon dont ça a été conçu, c'est-à-dire avec des bâtiments dans lesquels il n'y a pas d'étage. C'est des bâtiments qui s'étalent un peu comme quand on a en Nouvelle-Calédonie, dans les années 80, passé à des collèges qui s'étalaient plutôt que des collèges comme celui de la Rivière-Salée qui montaient
à la verticale où les enfants étaient enfermés, quoi. Bon, donc là, on a utilisé l'espace, parce que ce qu'on avait le plus, évidemment, c'était l'espace. Hein. Donc le bâtiment lui-même a été très bien conçu, avec des bâtiments, un corridor central, 6 bâtiments en forme de peigne, un bâtiment, comment dirais-je, administratif, et autour la maison des médecins, la maison des sœurs, complètement à côté le quartier des aliénés. Donc après, on a rajouté une grande, immense buanderie, une chirurgie, etc. Donc, l'ensemble lui-même immobilier était déjà monumental. Monumental et de qualité, d'une certaine façon. Il y avait des qualités. Il n'y a pas, enfin, je veux dire, il se situait dans la norme des établissements hospitaliers de France à cette époque-là, ceux qui sont construits vers la fin du 19e siècle. Non, quand même pas. Je crois qu'il est au-dessus. Je crois qu'il est au-dessus parce que, évidemment, comme c'était la main-d'œuvre pénale, le coût de la main-d'œuvre ne rentrait pas dans la construction du bâtiment. Il a coûté très cher pour l'époque. Hein. Il y avait beaucoup de critiques sur le prix. Mais il est construit à partir des années 1868 jusqu'en 70, 72. Bon. Mais il dure encore. Je veux dire, certains bâtiments ont été complètement réaménagés, etc. Mais l'ensemble est resté. Donc, ce bâtiment, cet hôpital de l'Île-Nou, c'est l'une des plus grandes réussites de l'administration pénitentiaire. Et c'est donc l'un des bâtiments les plus critiqués par les observateurs de passage. Car, En quel sens dans le sens où ils disent c'est scandaleux, des gens qui ont été condamnés sont soignés dans des façons dont nos paysans en France sont honnêtes, etc., ne sont pas soignés. C'est ce côté-là. C'est cette... sans faire de rapport avec une récente interview à la télé, c'est ce côté jalousie, ou ce côté jaloux, hein, qui fait que ce bâtiment, comme beaucoup de choses de l'administration pénitentiaire, est controversé à l'époque. Alors, là, nous avons évoqué nous, hein, donc qui était le centre de l'administration pénitentiaire. Maintenant, nous allons bientôt arriver au patrimoine immobilier du centre-ville de Nouméa, mais je vous propose qu'on procède à une petite pause musicale et ensuite nous évoquerons Nouméa. C'est l'histoire du Nil, le temps des pionniers, c'est des bois inutiles, brûlent le passé, prisonniers en exil, rejet d'une société, tu subis le péril d'être enchaîné. Le
essaye de s'en passer. Terre d'histoire, terre de partage. Avec Christiane Terrier sur NC Première. Alors, chers auditeurs, notre émission d'aujourd'hui est consacrée à la contribution fondamentale du bagne au patrimoine de la ville de Nouméa. Et bien sûr, nous sommes en compagnie de Louis-José Barbançon pour nous en parler. Alors, Louis-José, en première partie de l'émission, nous avons évoqué les principaux vestiges du patrimoine immobilier de Nouville, plutôt d'ailleurs dans l'aspect, des bâtiments, peut-être pas aussi en développant l'aspect finalement de l'habitat. Alors, je vous propose que maintenant, nous quittions, Nouville pour aborder le patrimoine immobilier du centre-ville de Nouméa. Et est-ce qu'il est identique? Et finalement, s'il ne l'est pas, en quoi est-il différent des types de bâtiments que l'on trouvait sur l'île Nou? Mais la principale différence tient dans le fait qu'il n'y a pas de bâtiment de caractère carcéral sur Nouméa centre-ville. Si vous voulez trouver des bâtiments de caractère carcéral, il faut aller jusqu'à Ducos. Sur la presqu'île Ducos, à Ndu en particulier, c'est là que se trouvent les plus grands bâtiments, d'ailleurs, c'est là que se trouvent également les plus grands vestiges. Mais là, on est en dehors du centre-ville de Nouméa, et puis il y en avait aussi quelques-uns sur l'île Aubray. Vous voulez dire toujours des bâtiments de type carcéral? De type carcéral. Sur Nouméa, l'essentiel des bâtiments, et là il y a une ressemblance évidemment avec l'île Nou de l'époque, ce sont des bâtiments qui servent de logement à l'administration pénitentiaire, et où ce sont des bâtiments qui servent de magasins. Comme sur l'île Nou d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Parce que l'île Nou, c'est par définition bêtement une île, et donc on ne pouvait pas tout stocker à l'île nous-mêmes. Il y avait une partie des magasins qui étaient sur Nouméa. Alors, en gros, pour se rendre compte un peu de l'importance de l'immobilier de la pénitentiaire à Nouméa, il y a à peu près une cinquantaine de bâtiments qui appartiennent à la... Ils sont encore debout? Non, par exemple, les 19 bâtiments qui étaient dans le quartier de la Flottille n'existent plus. Voilà. Il y a des bâtiments qui sont encore debout, évidemment, on va en parler, mais à ces 50 bâtiments du centre-ville, il faudrait rajouter les 24 bâtiments qui étaient au camp de Montravel, les 45 bâtiments qui sont à Ducos, les 18 bâtiments qui étaient à l'île Aubray. Donc vous voyez déjà l'importance, rien que dans Nouméa. Alors maintenant, si vous rajoutez Nouville, là il y a 170 bâtiments au départ. Donc vous imaginez l'ampleur de ce que pouvait être l'implantation de l'administration pénitentiaire dans le chef-lieu de la colonie. Alors, y a-t-il justement des bâtiments qui existaient à la fin du XIXe siècle, qui étaient quand même des bâtiments d'importance, qui ont été détruits depuis? Vous me parliez justement des docks de la Flottille, mais y a-t-il d'autres types de bâtiments qui ont été détruits? Il y a des logements qui ont été détruits. En particulier, il y en a un qui me tient un peu particulièrement à cœur. C'était la maison natale de Francis Carco, qui se trouvait donc rue de la République, qui est illustrée par des très beaux passages. Oui, dans Maman Petit Doigt. Dans Maman Petit Doigt de Francis Carco. Pour un enfant, un pays, c'est d'abord sa rue. Nous habitions rue de la République, etc. Il y a des très beaux passages. Il évoque aussi le cliquetis des chaînes, je crois, des transportés qui traversent la ville. Voilà, et puis il évoque surtout cette maison où ma mère préparait des confitures de goyave avec l'odeur de térébenthine du manguier. Il y a donc là une charge émotionnelle littéraire qui était autour de cette maison qui se trouvait aujourd'hui sur le parking du principal immeuble administratif qu'on appelle l'Aquarium. Voilà. Juste derrière ce qui était la direction de l'administration pénitentiaire, un bâtiment qui existe toujours au coin de la rue de la République et de la rue Georges Clemenceau, avec l'horloge là qui est occupée actuellement par la province des Îles en face du Trésor. Ça, c'est des bâtiments de la direction de l'administration pénitentiaire, et donc celui-là existe toujours.
Alors, en ce qui concerne le patrimoine religieux de la ville, enfin, principalement, par exemple, la cathédrale et le temple, est-ce qu'ils doivent quelque chose, finalement, donc, à l'administration pénitentiaire, ou du moins aux transportés? Alors, là, on rentre dans un autre débat, c'est-à-dire c'est l'apport de l'administration pénitentiaire dans la construction de Nouméa et dans la construction de bâtiments importants sur Nouméa, qui soient des bâtiments religieux ou des bâtiments militaires ou des bâtiments civils. Enfin, je pense à la prison civile, par exemple, ou au palais du gouverneur. Il est évident que tous ces bâtiments n'auraient pas pu être construits sans l'apport de la main-d'œuvre pénale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait que la main-d'œuvre pénale. C'est clair que les militaires ont largement contribué à la construction d'un certain nombre de bâtiments militaires. Le premier pavillon de l'hôpital militaire qui va devenir l'hôpital Gaston Bourré, la caserne Gallipas-Bock, mais partout, les premiers bâtiments de l'artillerie, etc., mais partout après, c'est le fait d'avoir une main-d'œuvre pénale qui va permettre, quoi exactement? Qui va permettre de décrocher le budget, les investissements. C'est parce que quand on est toujours dans le même cas qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsque les administrations locales envoient leur projet de budget en métropole, puisque là c'est directement, comment dirais-je, l'État, le budget militaire, il est clair que si vous pouvez descendre considérablement le coût de la main-d'œuvre, vous arrivez à rentrer dans les enveloppes budgétaires. Et les condamnés servent à ça. D'ailleurs, le directeur de l'administration pénitentiaire s'en plaint, puisque avant même qu'ils soient consultés, les militaires, eux, font leur budget en disant tant de main-d'œuvre pénale. Bon, on pourrait rajouter aussi la main-d'œuvre canaque, qui, elle, n'était pas très très bien payée non plus, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui a permis, pour beaucoup de bâtiments, je pense au magasin central, l'ancien magasin des douanes qui est juste en face de parking du Bagnan, les photos le montrent, on voit une main-d'œuvre canaque importante. Donc, parce que eux sont encore moins payés, coûtent encore moins cher que les condamnés, quoi. Donc, il est clair que, comment dirais-je, une grande partie de Nouméa s'est fait sur l'exploitation de la main-d'œuvre. C'est une grande partie de la Nouvelle-Calédonie. C'est d'ailleurs, si on doit réfléchir sur qu'est-ce qu'a été la colonisation en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même fait sur l'exploitation de la main-d'œuvre dans ce pays, quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, donc, ça veut dire que vous affirmez de façon définitive, notamment, par exemple, ce qu'avait écrit un journaliste, Carole, le journaliste Carole, qui était venu donc faire un voyage à l'époque du gouverneur Feuillet, et qui avait dit finalement que la seule chose que le bagne avait fait, c'était de se construire ses propres bâtiments, d'une certaine façon. C'est pas faux. On ne peut pas dire que ça soit entièrement faux, parce que effectivement, le bagne construit d'abord pour lui-même. Mais nous sommes en 2017. Et donc, ces bâtiments que le bagne a construits pour lui-même, que ce soit l'internat de Néméara à Borail, entièrement rénové, qui resserre aujourd'hui, que ce soit la caserne des surveillants mariés à Linou, que ce soit le théâtre de Lille, que ce soit le Crépac, que ce soit l'immeuble, l'hôtel de l'administration, du directeur de l'administration pénitentiaire, qui est aujourd'hui l'école des frères, à côté l'hôtel du commandant supérieur qui appartenait à l'administration pénitentiaire, ce que les gens savent peu, qui est aujourd'hui la chambre des comptes, que ce soit le bâtiment que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'ancien bâtiment des douanes, tous ces bâtiments-là, ce sont des bâtiments qui resservent aujourd'hui. Oui, donc qui ont été construits par l'administration pénitentiaire, mais récupérés par les administrations, par les administrations, ou par les frères, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des administrations, gendarmerie, etc., en brousse, qui ont récupéré des bâtiments du bagne. Je pense à Ouégoua, au moment où la gendarmerie était installée dans un bâtiment du bagne, mais ensuite également des privés. Je pense en particulier à ce qu'on appelle la maison aux colonnes, c'est-à-dire cette très belle maison qui est dans la montée de Trianon, juste en bas du tribunal, qui a été longtemps la maison Bourdina. Voilà. Ça, c'était une maison qui appartenait à l'administration pénitentiaire, qui n'a pas été construite par l'administration pénitentiaire, mais qui a été achetée par l'administration pénitentiaire pour abriter le tribunal militaire spécial. Alors, on voit donc la contribution absolument fondamentale de l'administration pénitentiaire à l'édification de la ville, mais j'aimerais bien qu'on revienne justement
au travail des transportés. Et est-ce que les transportés, par exemple, sont intervenus aussi dans les grands travaux, par exemple l'adduction d'eau, hein, la conduite d'eau, les routes, etc. Est-ce qu'il y avait aussi des corvées, d'une certaine façon, de transportés qui étaient attribuées à ce type de travaux? C'était la principale destination des corvées. La principale destination des corvées, ce sont les grands... Le bagne est entrepreneur de travaux publics. Le bagne est bâtisseur, il est entrepreneur de bâtiments, et il est entrepreneur de travaux publics. Tout simplement, aussi parce qu'il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, qu'il n'y avait pas de société privée qui était capable de le faire. C'était impossible. C'est le bagne qui avait à la fois la main-d'œuvre, le matériel, etc. D'ailleurs, quand on va interdire au bagne de le faire, il va y avoir un problème d'adaptation parce qu'il n'y avait pas de société prête à prendre le relais sur les routes, etc. Donc il est évident que ce soit dans l'arasement de la Buscono en particulier, hein, c'est essentiellement le travail des condamnés, le fait de tous les remblais qu'il y a pu y avoir à Nouméa, mais jusqu'en 1904-1906, avec le percement de la rue Georges Clemenceau, qu'on appelle la rue de Rivoli à l'époque, qui permet d'arriver directement à la veille du tir, le fait que tous ces remblais ont été évacués et remis autour de la fontaine qui était un creux. Hein, il y a une dépression très grande, autour de la fontaine monumentale, la fontaine céleste. Tout cela a été comblé dans les années 1904-1906 et il y avait d'autres rails et des wagons qui partaient, qui passaient devant l'hôpital, qui partaient de l'autre côté donc, et qui allaient remblayer l'endroit où il y a la flottille aujourd'hui, qui est un endroit plat, mais à l'époque il y a toujours un reste de colline là où il y a la flottille. Donc, mais ça c'est un autre sujet, de même qu'ils ont été essentiels dans les constructions des quais de Nouméa. C'est la main-d'œuvre pénale. Et là-dessus, c'est difficile de contester parce que même les photos, elles sont là. Et on voit les corvées condamnées. On voit les corvées condamnées lorsque les militaires décident de construire le tribunal militaire, la chapelle, ce qui fut longtemps le mets des officiers, ce qui est actuellement en cours de, je sais pas, ou de démolition, ou de rénovation pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, me semble-t-il. Ou de rénovation, mais en tout cas la conciergerie, etc. Tout ça. Là, on suffit de regarder les photos, les corvées condamnées sont là. L'intendance, on a beau dire ce qu'on appelait l'intendance, où il y a le commissariat aujourd'hui, rue Paul Doumer en face de l'hôpital, quand on regarde les photos, on voit les corvées condamnées. Ça n'a pas été fait que par des militaires. Alors, comment expliquer que, notamment vers 1900, enfin ceux qui étaient hostiles justement à la colonisation pénale prétendaient que les condamnés ne faisaient rien finalement, parce que ça a été très répandu, qu'ils étaient extrêmement paresseux, qu'ils se portaient tout le temps malades, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Il y a certainement une base de vrai, mais... On dit aussi souvent, excusez-moi de vous interrompre, mais que le travail pénal n'est pas un travail rentable par rapport, si vous voulez, à des ouvriers libres. C'est vrai. C'est vrai parce que, enfin, je veux dire, tous ceux qui sont partis au OST ou en Allemagne pendant la guerre, ils n'étaient pas très rentables non plus. Parce que quand on est prisonnier, on ne peut pas être si rentable que ça. Hein, il faut pas. C'est clair que la production d'un ouvrier qui est condamné la productivité sera toujours moins forte qu'un ouvrier libre. Mais il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Qu'est-ce qui faisait tellement hurler les patrons, les entrepreneurs, etc. C'est que il y avait des règles très précises sur le travail des condamnés. On ne pouvait pas les faire travailler plus de 8 heures par jour. Voilà. Alors que les autres... C'est peut-être pour ça qu'ils se plaignaient donc de leur manque de productivité. C'est sûr que c'est pour ça. C'est sûr. Parce que les autres, on pouvait les travailler, faire 12 heures, 14 heures par jour. Mais comme les paysans travaillaient, c'est-à-dire du lever au coucher du soleil. Voilà. Tandis qu'eux, c'était pas possible. Donc, ça, c'était le principal problème. C'est-à-dire, ça, c'est la principale chose. Maintenant, quand on regarde bien, on voit aussi que les plaintes vont plus sur les libérés que sur les condamnés. Parce que les libérés, alors là, c'est pire que tout pour les entrepreneurs et les patrons. Parce que les libérés sont libres de quitter leur boulot. Oui, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et ils en étaient assez spécialistes, je crois, d'ailleurs. Et ils étaient grands spécialistes. Alors que les Javanais qui étaient liés par un contrat, les Vietnamiens qui s'appelaient les pieds attachés, Shandang, ça veut bien dire ce que ça veut dire, les condamnés, eux, ils ne pouvaient pas quitter. Et on a vécu ici,
avec l'exploitation d'une main-d'œuvre qui ne pouvait pas quitter, qui ne pouvait pas partir. Et la Calédonie s'est faite sur cette main-d'œuvre-là. Donc une main-d'œuvre qui était attachée, en quelque sorte. Donc dès qu'il y avait un peu de liberté, c'est clair que c'était pas bien vu. Alors, est-ce que l'on peut identifier justement parmi tous ces bras qui, d'une certaine façon, anonymes, tous ces bras anonymes qui ont fait la ville, est-ce qu'on peut en identifier quelques-uns quand même? Est-ce qu'on a retenu le nom? Est-ce que certains avaient des compétences particulières? On a retenu le nom de quelques condamnés, ouvriers d'art, ébénistes, en particulier, qui ont beaucoup travaillé, par exemple, à la cathédrale ou au temple, ce qui peut exister, à la sacristie de la cathédrale. Il y a une très très belle bibliothèque faite par un condamné, il y a des bibliothèques faites par un condamné. C'est souvent anonyme, mais on a quand même retenu quelques noms, mais c'est plus des ouvriers d'art. Là, dernièrement, à la cathédrale a été retrouvé un document avec le nom de 46 condamnés ayant travaillé à la construction de la cathédrale. Sur les 46, j'en ai retrouvé qu'un seul qui a fait souche en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et ce n'est certainement pas un hasard du bon Dieu. Ce condamné s'appelait De Dieu. Pour construire la cathédrale, je veux dire, ça ne s'invente pas. Alors, est-ce que vous pensez qu'un devoir de mémoire, justement, devrait être fait en faveur de tous ces transportés qui ont édifié la ville? Et quelle forme pourrait-il prendre? Il y a plusieurs formes possibles. Moi, ce dont j'ai toujours rêvé, c'est qu'il y ait une sorte de signalétique qui pourrait être fondée sur une brique rouge avec le mot AP, administration pénitentiaire, pour tous les bâtiments qui sont originaires de l'administration pénitentiaire. Je pense en particulier à tous les logements qui sont à la rue Vautrin, à la vallée du Tyr, ou à tous les logements, les 11 logements qui se trouvaient à la vallée du Génie. Mais aussi à d'autres bâtiments, simplement pour dire que, voilà, des gens ont travaillé là, des gens ont souffert, des gens ont construit, des gens ont habité, des familles de surveillants ont vécu, des familles d'administrateurs ont vécu, et donc c'est plutôt dans ce sens-là. Moi, je suis pas trop dans le pathos et tout ça, mais il est évident que pour la cathédrale, par exemple, comment dirais-je, je sais que le père Apikawa, à un moment, avait envisagé le fait de poser une plaque un peu pour rendre hommage à tous ces ouvriers qui ont construit la cathédrale, y compris les ouvriers du côté d'origine pénale. J'espère qu'un jour, on aura assez de documents et tout, que ça se fera, parce que il n'y a pas besoin d'en faire trop, mais entre en faire un peu et rien faire du tout, c'est toute la limite que l'on a franchie ces dernières années, et heureusement. Alors il nous reste 2 minutes, Louis-José. Alors dans ces 2 minutes, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire si on peut caresser bientôt l'espoir de pouvoir lire le livre que vous préparez, justement, hein? Et donc, bon, est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi ce dont va traiter votre conférence de samedi? Ben, le livre, il est en phase terminale. Et qui portera quel sera l'intitulé? Pour le moment, l'intitulé, j'ai repris l'intitulé de ma thèse qui n'a pas été utilisée quand la thèse a été publiée. Ça s'appellera Entre les chaînes et la terre. C'est Mémorial du bagne calédonien. Voilà, pour le moment, c'est l'intitulé que j'ai en tête, parce que c'est plus un mémorial qu'autre chose. Et alors samedi, rappelez-nous ce dont vous allez parler à la Samedi, je vais parler essentiellement des bâtiments de l'administration pénitentiaire dans le centre-ville de Nouméa. Il y a à peu près 86 vues qui vont être montrées, des vues anciennes, et quelques vues d'aujourd'hui pour que les gens se repèrent. Parce que les générations passant, moi je vois mon fils, si je lui donne mes références à moi dans Nouméa, il est incapable de se repérer. Louis-José, je vous remercie infiniment, et puis à bientôt pour une autre émission. À bientôt, merci beaucoup.